femelle de l'Homo sapiens, se différencie avec un double chromosome X, XX. Doublement inconnue, la femme est souvent associée à la lune changeante. Duplicité, un jour sage, un autre sorcière, souvent double. Pleine lune cachée derrière des ombres de croissants, ascendant, descendant dans les clichés les plus sombres. Femme, mystères incompris. Il paraît que c'est une femme qui est à l'origine de la propagation de tous les maux du monde. Pandore. En guise de cadeau de mariage, les dieux jouèrent au fameux jeu auquel aucune femme ne peut résister. Je t'offre une boîte, mais il ne faut pas l'ouvrir. Barbe Bleue pourra attester de la véracité de ce principe qu'il a réutilisé à sa guise pour que les femmes soient elles-mêmes tenues responsables de leur propre perte. Pandore, ma sœur Pandore, n'as-tu vu rien venir? La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion. Mais tout est de ta faute. Allez, allez, mais ne pleure pas. On va trouver une solution pour que tu puisses te racheter aux yeux de l'humanité. Tu vois cette boîte que tu as ouverte? Elle a la forme d'une jarre. Elle peut contenir toutes les graines du monde. Non, non, garde-la. Tu nous feras manger de bons petits plats. S'ils sont assez goûtus, nous oublierons peut-être combien le monde fut enlaidi par ta curiosité. Et c'est ainsi que, depuis la nuit des temps, les hommes chassent et les femmes mangent. À l'aide d'un regard aiguisé, elles ont développé un sens hors du commun pour repérer la couleur alléchante des fruits mûrs. Cela expliquerait pourquoi elles sont attirées par le rose, ainsi que leur gourmandise, tout aussi légendaire. Lorsque les dieux trouvèrent que les femmes commençaient sérieusement à se reposer sur leur laurier, ils offrirent le feu aux hommes. Cela donna du fil à retordre aux femmes pour rendre de plus en plus délicieuses leurs cuisses de mammouth. Cuisson vapeur, grill, friture, à l'étouffer, en papillote, la variété est source de plaisir. Et puis, avec l'invention de l'électricité, les dieux anciens furent renversés par un maître de pensée encore bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant, Moulinex. Précurseur féministe, il mit à la disposition des femmes un tas d'appareils pour que la vie soit plus facile. Merci, merci Moulinex d'avoir libéré les femmes. C'est ce qu'elle disait. Mais ne soyons pas dupes. Les femmes d'aujourd'hui passent désormais 3h30 à pocher des coques de macarons au lieu de laisser mijoter au four, de manière autonome, un rôti dont elles auraient pu servir les restes pendant au moins 2 ou 3 jours. Chérie, tes macarons sont délicieux. Par contre, la prochaine fois, n'oublie pas de faire le ménage. Ça laisse à désirer.
le ménage, plus grand malentendu de l'histoire de l'humanité. Un jour, la femme originelle eut ses premières règles. Peu de gens le savent, mais les premiers saignements portent le nom de ménarche. Vous voyez où je veux en venir? Le premier homme devait être dyslexique et a confondu ménarche et ménage, tâche assignée aux femmes depuis. Nous pouvons prendre un instant pour remercier poliment Monsieur Propre, seul homme à avoir clamé haut et fort son désir de participation. De toutes les espèces recensées sur Terre, l'humaine est certainement celle qui communique le moins bien entre mâles et femelles. Ayant quelques difficultés à jouer les caméléons de manière naturelle, la femelle de l'Homo sapiens se donna les moyens de se teindre les cheveux. Lady L'Oréal fut la première à se teindre en blonde, parce qu'elle le valait bien. La blondeur, symbole de jeunesse, de pureté, de fertilité. Femme rousse, chaude. Femme brune, chiante. Femme blonde, chouette. Le hibou roucoule à la hulotte. Dans un couple, a-t-on déjà vu une blonde porter la culotte? Mais d'où vient cette rumeur associant le coefficient intellectuel et la couleur de cheveux? Si les hommes préfèrent les blondes, doit-on faire semblant d'être idiote et soumise pour survivre à la prochaine génération? Droit de vote, légalisation de l'IVG, invention de la contraception, loi pour la parité, etc., etc. Les femmes avancent et toujours affirment qu'il faut continuer à se battre. Chaque espèce évolue en simultané et chacun doit avancer pour ne pas perdre sa place dans l'équilibre planétaire. Mais, Reine Rouge, c'est étrange, se demande Alice. Nous courons vite et le monde autour de nous ne change pas. La Reine Rouge lui répond: nous courons pour rester à la même place. Il est impossible de deviner la suite de l'histoire. Une femme finira-t-elle par lui couper la tête? C'était Femme, boîte de Pandore. Bonsoir. Marc Merger, qui était là pour le débat précédent, nous fait l'amabilité de rester avec nous. Il a fait allusion tout à l'heure à un des héros de mon enfance et probablement à tous ceux de ma génération. Quand on avait le droit de regarder la télévision le samedi après-midi, il y avait une série qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Je suis sûr que tout le monde la connaît. Et Steve Austin était un cobaye heureux. Parce qu'il courait plus vite que les autres, parce que... alors je rappelle que Steve Austin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce pilote dans la série américaine de la NASA qui a un accident et qui fait l'objet d'expérimentations thérapeutiques. On lui greffe, ça se passe dans les années 70, un mélange de biologie et d'électronique, le mot apparaît, bionique, et il voit plus loin que les autres, il a une caméra avec un téléobjectif, il a une oreille plus fine que nous autres, et il court très vite. Et en plus, il séduit les femmes bien mieux que la plupart d'entre nous. Bref, c'est un cobaye heureux. L'homme comme cobaye, c'est le thème de ce nouveau débat. Je vais poser la question à Marc Merger, et ensuite je présenterai les autres invités de la table ronde. Marc Merger, est-ce qu'il peut y avoir des cobayes humains heureux? Et au premier chef, est-ce que vous-même, vous vous considérez comme un cobaye humain?
Merci pour vos nombreuses questions. Alors, je suis un homme heureux. Je ne suis pas Steve Austin, mais je suis même très heureux d'être parmi vous ce soir. Et pour répondre plus particulièrement à votre question, à savoir si je suis un cobaye ou le Steve Austin du XXIe siècle, j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Mais je voudrais avant tout repréciser les choses et les remettre dans leur contexte, puisque, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer tout à l'heure, j'ai participé à un projet européen où j'étais avant tout un acteur où on attendait quelque chose de moi, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de réciprocité, et pour rien vous cacher, je me sentais tout aussi responsable que l'ensemble des personnes qui y ont participé, aussi bien les chercheurs, les techniciens, les informaticiens, les universitaires, et ainsi de suite. Je vous interromps une seconde parce que pour ceux qui n'auraient pas été présents au débat précédent, il faut juste rappeler en 2 mots quel a été l'objet de cette expérimentation, parce que ça ne se voit pas comme ça, surtout à la table. D'accord. Alors, en 2 mots, en 2 mots. Très bien, alors je vais essayer d'être le plus bref possible. En 2 mots, on m'a implanté une neuroprothèse au niveau de l'abdomen qui me permet de me remettre debout et de marcher. Voilà, je l'ai fait à peu près court et clair. Parfait. Super. Donc, pour revenir à la question de départ, donc est-ce que je suis un cobaye? Au travers de ce que je viens de vous expliquer, je me suis senti évidemment à la fois acteur et responsable dans ce projet. Aussi, si l'on revient à la définition du cobaye, j'en verrai à peu près 2. La première, c'est celle qui se rapproche de l'animal, donc d'une espèce de cochon d'Inde ou de hamster. Pour être très franc avec vous... Mais c'est vrai qu'intituler le débat « L'homme comme cochon, même d'Inde », c'était moins facile. C'est sûr. En tout cas, toujours est-il que pour répondre à cette partie de la question, je me sens quand même assez éloigné de la famille des hamsters. La deuxième définition qu'on pourra avoir au travers du mot cobaye, c'est plutôt le cobaye humain, donc quelqu'un qui se prête, je dirais plutôt à un protocole médicamenteux, et après une semaine, 1 mois, 1 an, on voit s'il ressort pas vert, jaune, orange ou rouge. Enfin, grosso modo, s'il supporte le médicament, et plus sérieusement, si on peut effectivement le mettre au service du bien de tout le monde, moyennant rémunération. Donc, quelle que soit l'hypothèse retenue, la première ou la deuxième, je suis ni dans l'un ni dans l'autre, donc je ne suis pas un cobaye, mais plutôt quelqu'un qui a été acteur au service d'un protocole de recherche européen. Donc l'homme comme cobaye, on comprend justement que la question c'est l'homme peut-il être cobaye et jusqu'à quel point? Parce que la médecine avance évidemment avec des expérimentations thérapeutiques. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui, que ce sera mieux comme ça. Et je vais donc vous présenter les autres invités autour de vous. Il y a évidemment des médecins, il y a des juristes, il y a même un digne représentant de l'industrie pharmaceutique. Il faut être courageux par les temps qui courent pour venir s'exprimer quand on est fondateur d'un laboratoire pharmaceutique. Je vais donc commencer par présenter Hervé Schneeweis. Vous êtes docteur en médecine et docteur en sciences, spécialiste des neurosciences, neurobiologiste à l'université Paris-Descartes à Paris. Vous êtes ici, donc je vais aller de gauche à droite. Il y a les noms indiqués sur la table. À côté de vous, Philippe Wolf, qui n'est pas là, pardon. Il devait être là, il s'est excusé au dernier moment, il n'a pas pu venir. Michel Faupel, donc vous êtes président du pôle chimie Alsace à Mulhouse, mais vous êtes également fondateur d'un laboratoire pharmaceutique et vous êtes évidemment au cœur d'essais thérapeutiques, donc vous nous direz ce que vous en pensez. À côté de vous, ensuite, Valérie Sebag, vous êtes juriste, oui, maître de conférence à la faculté de droit, enseignante à Sciences Po, et vous êtes spécialiste de ces questions, de droit, de la technologie notamment, la biomédecine. Et de la médecine, de la biomédecine. Et à vos côtés, Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, actuel président de l'Institut international des droits de l'homme, je l'ai bien dit cette fois. Évidemment, vous nous apporterez votre regard de juriste sur les limites que l'Europe, que le droit européen et que l'homme de droit doit poser sur ces questions d'expérimentation sur l'homme. Et puis, nous avons aussi à vos côtés Paul Weindling,
qui a traversé la Manche pour venir jusqu'à Strasbourg et qui est historien de la médecine et qui mène des travaux absolument incroyables sur les médecins nazis et qui recherche, il nous expliquera l'objet de ses recherches, qui recherche toutes les traces précises des expérimentations faites dans les camps de la mort. Et puis un grand témoin, comme à chaque débat, Jean Rotner, médecin et maire de Mulhouse, qui peut intervenir quand il le souhaite pour commenter, soulever un point, poser une question aux invités, bien sûr. Alors, je vais commencer par Hervé Schneives. Vous êtes donc spécialisé dans les neurosciences et lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure, vous m'avez dit « l'homme comme cobaye ». Au risque d'être provocateur, je vais vous répondre oui, absolument, l'homme doit être un cobaye parce que ça fait progresser la science et la médecine et surtout dans le domaine des maladies neurodégénératives, on en a vraiment besoin parce qu'on a besoin d'aller vite. Oui, à la fois le cerveau c'est notre organe, je pense, le plus précieux, c'est ce qui fait notre individuation, donc ça va être l'objet de toutes ces questions éthiques. Et en même temps, commençons par poser les problèmes de façon claire. Les maladies du système nerveux, que ce soit les maladies neurologiques ou les maladies psychiatriques, c'est un tiers de nos dépenses de santé. Alors ça représente la première cause de maladies relativement bénignes, c'est les migraines, c'est 10% de la population qui est migraineuse. Ça représente la première cause de handicap chez les jeunes, la sclérose en plaques, 100 000 personnes en France. Ça représente la deuxième cause de mortalité, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Ça représente les maladies associées à l'âge, donc les maladies neurodégénératives. Et ça représente toutes les maladies liées soit à des troubles du développement du système nerveux, l'autisme, le spectre autistique ou la schizophrénie, et les maladies liées au stress environnemental, que ce soit la dépression, ou des maladies liées à la dépression. Alors si vous prenez l'un dans l'autre, et si on prend simplement les chiffres européens, c'est 800 milliards d'euros, 800 milliards d'euros pour les 27 pays de l'Union européenne, que représentent les maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, voilà, c'était ça ma provocation. C'est-à-dire que moi, je suis un hospitalo-universitaire, je suis un chercheur public, mais la réalité de l'objet du médecin en neurologie ou en psychiatrie et du chercheur en neurosciences, c'est aussi éventuellement d'apporter des solutions à ce problème majeur de santé publique pour la société. Et je pense que dans la salle, chacun d'entre vous connaît quelqu'un atteint d'une maladie neurologique. Alors après, les connaissances en neurosciences, c'est un des domaines où la recherche biomédicale a le plus avancé ces dernières années. C'est un des domaines où la France est le plus en pointe avec environ 22, presque un quart, 22% des chercheurs qui sont dans le domaine des neurosciences, tout type de neurosciences confondues, que ce soit des neurosciences très moléculaires, voire même génétiques, ou que ce soit des neurosciences très intégrées ou cliniques. C'est un des domaines où la France tient tout à fait son rôle avec des publications du meilleur niveau. Et ces avancées permettent aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de possibilités qui sont soit dans le domaine médical, soit dans un domaine qui cesse au fur et à mesure d'être médical et qui vont poser des problèmes éthiques. Alors on va prendre le contrôle d'un certain nombre de fonctions plus ou moins végétatives. Par exemple, le contrôle de l'éveil. Aujourd'hui, on a des molécules qui permettent de faciliter l'endormissement ou au contraire qui maintiennent éveillé plus longtemps. Et ça commence avec des maladies comme une maladie génétique grave, la narcolepsie-cataplexie. Ça continue avec l'armée, on en a parlé tout à l'heure, qui veut utiliser ces molécules pour maintenir des soldats sur le champ de bataille éveillés plus longtemps. Ça continue avec le sport, les navigateurs solitaires qui emmènent ce type de molécules pour ne pas s'endormir pendant la tempête. Et ça se termine chez le cadre, même pas supérieur, qui a besoin de terminer son rapport, sinon son poste de travail est mis en cause. Et donc, vous voyez comment on passe de connaissances, qui sont des connaissances fondamentales acquises sur le fonctionnement cérébral, à des potentialités d'application clinique, et c'est le cas dans la narcolepsie-cataplexie, qui est une maladie génétique rare, et ça peut s'étendre à d'autres domaines, voire même revenir en boomerang à des perversions de la médecine, parce qu'aujourd'hui, vous avez des officines spécialisées dans le diagnostic de narcolepsie-cataplexie chez des gens sans atteinte génétique correspondante, mais pour leur permettre
de prendre le médicament correspondant. Et voilà où est la tension éthique entre la nécessité, je vous l'ai illustré en termes économiques, mais aussi en termes humains, qui ne connaît un de ses patients, la nécessité de recherche et de développement thérapeutique, et la tension qui existe ensuite avec des utilisations de plus en plus déviants, voire pervers vis-à-vis de la médecine, des potentialités, des découvertes qui sont faites. Vous me disiez que le sacro-saint principe de précaution dans notre pays, il est évidemment intéressant et important, mais il peut bloquer justement la rapidité des recherches, c'est-à-dire qu'au nom des risques que l'on peut avoir, eh bien, ça freine les chercheurs et cet équilibre est difficile à atteindre, mais peut-être que le curseur est un peu bas par les temps qui courent. Alors je dirais, les intervenants de la table le diront sûrement mieux que moi, depuis 20 ans. Non, si on prend les travaux de M. Wendling, depuis le procès de Nuremberg, donc depuis maintenant 60 ans, 70 ans, l'evidence-based medicine, c'est la médecine basée sur les preuves, c'est entouré de règles éthiques qui sont dans beaucoup de cas devenus d'ailleurs déontologiques, c'est la pratique médicale, qui font que toutes ces recherches, l'expérimentation nécessaire animale, puis ce que Marc a évoqué, c'est-à-dire d'abord des essais de toxicologie, ce qu'on appelle les phases 1, puis des essais d'efficacité, ce qu'on va appeler les phases 2, puis des essais à grande échelle, ce qu'on va appeler les phases 2B ou les phases 3, sont aujourd'hui parfaitement encadrés et faits de façon réglementaire. Mais face à ce temps long de la recherche, qui prend plusieurs années, qui prend de nombreuses étapes, on a le temps court de l'émotion. On voit tout d'un coup apparaître des bouffées émotionnelles vis-à-vis de dépôts de plaintes judiciaires, vis-à-vis de quelques cas qui font pleurer à la télévision et qui mettent en cause soit des comportements de santé publique. Je veux prendre ici comme exemple, de façon dramatique, la remise en cause systématique depuis 20 ans dans notre pays de la vaccination. On a une défiance irrationnelle de la vaccination qui aboutit à des catastrophes. On a une recrudescence en France de la rougeole dans des formes graves, avec des dizaines d'enfants qui meurent maintenant chaque année de rougeole en France, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la vaccination, qui est un procédé de santé publique nécessaire. Et voilà comment l'émotion peut amener à remettre en cause d'abord des politiques de santé publique nécessaires et à mettre une telle suspicion sur la recherche que nous prenons plusieurs années de retard dans le développement de nos travaux à cause des barrières qui sont de plus en plus des barrières réglementaires pour une sécurisation, voire une sécuritarisation des choses tout à fait disproportionnée. On comprend bien que la médecine, pour avancer, a besoin de faire des essais, et plutôt d'abord sur un petit nombre que sur un grand nombre. Je me tourne vers la juriste Valérie Sebag, spécialiste de bioéthique donc. Vous allez peut-être nous dire un mot sur le cadre juridique. La loi a changé en France en 2012, c'est bien cela? Oui. Et encadre de façon très formelle et très stricte tous les essais thérapeutiques. Oui. Est-ce que vous pourriez nous résumer les tenants et les aboutissants juridiques de l'homme comme cobaye? Mais ça a été une question qui a donné lieu à de vives et longues polémiques, l'encadrement de la recherche par l'expérimentation sur les êtres humains, parce que l'homme, en principe, est sujet de la médecine. Et lorsqu'il se prête à une expérimentation, il en devient objet. Or, ce passage, ce déplacement du rôle de sujet à objet, en principe, contredit tous les principes de l'éthique biomédicale. Bon, ceci dit, évidemment, et Hervé Schneeweiss le rappelait, évidemment, on a besoin que des personnes acceptent de se prêter à la recherche médicale. Mais pour le juriste, la question était si complexe, si délicate, qu'il a fallu attendre finalement 1988, c'est-à-dire assez récemment, pour qu'on dispose en France véritablement d'un cadre juridique qui encadre la recherche. Et encore, je crois que les conditions de l'élaboration de cette loi sont intéressantes. Cette loi, finalement, n'a été votée et n'a été élaborée à l'initiative du professeur Hurier, du député Hurier, largement relayé par un autre député qui est Franck Seruscla, qui se sont hâtés
d'élaborer cette loi parce que les laboratoires pharmaceutiques se trouvaient dans une situation impossible. J'ai le temps de l'expliquer ou pas? Allez-y rapidement. Bon, tout simplement, la commission de l'AMM, qui est l'autorisation de mise sur le marché, a exigé en 1978 que les médicaments, pour pouvoir être mis sur le marché, aient été testés dans leur innocuité, enfin, de leur fiabilité et leur non-toxicité. Seulement, tester ces médicaments sur des êtres humains relevait du droit pénal à l'époque. Donc on est arrivé à une situation aberrante. Pour mettre un médicament sur le marché, il fallait qu'il ait été testé, mais s'il était testé, ceux qui dirigeaient ces tests et ces recherches encouraient des sanctions pénales. C'est ainsi que la loi de 88 a été votée et que le sénateur Hurier, finalement, a, entre guillemets, profité, a saisi cette occasion d'une loi qui était essentiellement commerciale pour encadrer la recherche de principes éthiques qui valent encore aujourd'hui. Et cette loi, plusieurs fois modifiée, l'a été très récemment, le 5 mars 2012. Voilà l'essentiel. C'était rapide, bravo, merci. Michel Faupel, vous êtes fondateur d'un laboratoire pharmaceutique, Renovia Pharma. Ça fait des années que vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique. Vous êtes par ailleurs, je le disais, président du pôle chimie Alsace. L'expérimentation sur l'homme, c'est une donnée consubstantielle de la recherche pharmaceutique, fatalement. C'est indispensable. Certes, il faut l'encadrer, mais il ne faut surtout pas la décourager. C'est, j'imagine, ce que vous pensez au quotidien et ce que vous mettez en œuvre. C'est exactement ça. Je crois que mon voisin a très bien pu expliquer le déroulement des choses et que je partage à 100%. Après une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique, vous l'avez souligné tout à l'heure, de 38 ans, j'ai cofondé Renovia Pharma avec 3 éminents chercheurs, neurobiologistes. Et nous avons aujourd'hui maintenant 25 chercheurs qui essaient de trouver des solutions qui ne sont pas ou qui pallient aux problématiques de l'essai biologique. Et nous sommes aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, je crois que c'est officiel depuis hier, ça va être publié dans les 2-3 jours qui viennent. On est aujourd'hui leader mondial dans le domaine de la biosimulation, c'est-à-dire l'informatique, la bioinformatique, la biologie intégrative des systèmes biologiques a pris la relève de l'expérimentation animale et voire de l'expérimentation humaine qu'on peut réduire d'une façon drastique. Vous êtes en train de nous dire donc que demain ou après-demain, on pourra se passer dans une certaine mesure d'expérimentation sur l'homme par des moyens de simulation. Absolument, absolument. Partiellement, je tiens quand même à le préciser. On le voit aujourd'hui avec des programmes gigantesques, avec des programmes comme le Human Brain qui se développent, ou comme le Blue Brain Project qui sont établis dans l'arc Genevois-Léman. Des milliards sont investis dans ces programmes très lourds. Et ce n'est pas mon voisin qui me démentira, mais c'est une approche qui est gigantesque. Il faut comprendre qu'on essaye de capter tout ce qu'on peut percevoir, la vue, l'odorat, les sentiments, et essayer de classifier ça, essayer de voir quels sont les mécanismes intimes des systèmes biologiques qui gèrent ces événements. Et nous attendons beaucoup. Renovia Pharma, je m'excuse d'utiliser cette expérience de Renovia Pharma, mais permet, elle, de travailler au niveau de la synapse, des neurones, des multineurones, et en moins de 5 ans, nous sommes passés maintenant à un certain nombre de neurones qui nous parlent. Il faut rappeler qu'on a près d'une centaine de milliards de neurones, il faut rappeler que 10 000 connexions se font à chaque instant, qu'on va dans l'intime de la biologie, on va dans l'intime de la cellule. Et là, on a des chiffres qui sont troublants, on a près de 100 000 protéines qui sont la vie, qui font la vie. C'est une ville comme Mulhouse, une cellule de près de 150 000 habitants. Les protéines sont les habitants de cette ville. Elles ont des fonctions, elles font leur shopping, elles se marient, elles travaillent à la mairie, le noyau de la cellule. Elles travaillent aussi... je vais devoir intervenir parce que... Et ça, on voit là le trafic subcellulaire qui est très important. Et nous commençons à comprendre ce trafic subcellulaire. Et nous commençons à décrypter les mécanismes mathématiques
qui ont déjà été décrits par Euler il y a 300 ans, mais qui augmentent d'une façon phénoménale aujourd'hui. Des gens comme des Français, comme Gilbert Chauvet, qui sont morts un peu trop jeunes à mon goût, et qui ont débloqué un petit peu toute cette mathématique du système biologique. Et aujourd'hui, on en est à intégrer des milliers d'équations différentielles très complexes pour essayer de trouver une fonction. Et si je peux illustrer ça, et je m'arrêterai là, un mouvement comme mon bras, il correspond à une géométrie, il correspond à une force. Et si je mets cette bouteille au bout de ma main, je vais pouvoir en déduire une information sur la force qui a été modifiée. Si je veux mettre cette table au bout de ma main, c'est inutile que je le fasse. Je sais par prédiction que ma main va baisser parce que le rapport de force est tel et tel. Eh bien, ce que nous faisons, c'est au niveau du médicament exactement la même chose. Donc, au niveau de la synapse, nous essayons de doser, de comprendre les mécanismes intimes cellulaires qui se passent au niveau de la neurobiologie, pour prendre cet exemple. Nous allons donner la parole de nouveau à un juriste, éminent juriste, Jean-Paul Costa. Vous avez présidé la Cour européenne des droits de l'homme. On a le droit de faire des expérimentations sur l'homme. J'imagine qu'il y a des grands principes à la fois juridiques et éthiques qui s'appliquent. Si demain matin un chirurgien veut expérimenter, c'est le cas en 1967, je crois, la première greffe cardiaque, ça pouvait paraître à l'époque totalement farfelu ou totalement audacieux, et le premier patient du docteur Barnard était un cobaye humain, et lui n'a pas survécu, et ça a servi aux autres, évidemment, transplantés, qui tous les jours aujourd'hui en France sont transplantés avec succès. Mais si demain il y a d'autres recherches comme ça sur l'homme, d'autres essais thérapeutiques, quels sont les principes qui doivent guider au niveau européen, français, mondial, selon vous, l'acceptation ou la limite de l'essai sur l'homme? Merci. Oui, le niveau européen, je dirais, la palissade se situe entre le niveau français et le niveau mondial. Et je crois que tout à l'heure, M. Wendling va nous parler de ce qu'on appelle le Code de Nuremberg, qui est issu des attendus du procès des médecins nazis en 1946-1947. Il y a eu d'abord le procès des dignitaires nazis et ensuite le procès des médecins. Alors, je lui laisserai le soin d'en parler parce qu'il connaît beaucoup mieux cette histoire que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à partir des monstruosités des expérimentations nazies qu'il a fallu poser un certain nombre de problèmes éthiques et juridiques. Alors, si maintenant on descend du niveau mondial, parce qu'après Nuremberg, il y a eu le pacte de New York, les déclarations Helsinki 1, 2, 3, etc., je ne rentre pas dans les détails. Le niveau européen, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il a mis assez longtemps à se dessiner sur le plan des textes généraux. Et le texte général, qui est très important, c'est la Convention d'Oviedo de 1997, qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, donc d'une organisation strasbourgeoise. Je regrette en passant qu'il ait fallu attendre mars 2012, juste à la fin du dernier quinquennat, pour que la France ratifie pour la première fois cette Convention d'Oviedo. Mais ce qu'il y a de remarquable dans la Convention d'Oviedo, et après je viendrai sur les décisions juridictionnelles, c'est qu'elle a commencé par affirmer le principe de la liberté de la recherche et de l'expérimentation. On pense souvent que les juristes sont des empêcheurs de tourner en rond ou des ayatollahs qui ne voient que des interdictions, des barrières, des sanctions. La Convention d'Oviedo, qui est un texte extrêmement important, a vraiment affirmé le principe de la liberté de la recherche et de l'expérimentation médicale, mais sous une réserve extrêmement importante, qui est la protection des personnes. Et c'est là qu'on en vient à un certain nombre de principes qui sont fondés sur des valeurs, la dignité de la personne humaine, l'intégrité du corps humain, en principe son indisponibilité, on verra peut-être tout à l'heure les questions financières qui sont sous-jacentes, mais sur ce socle de valeurs reposent des principes très simples, c'est que tout être humain qui se prête à des expérimentations ou à des recherches médicales doit exprimer un consentement libre, éclairé et express, et si possible par écrit. Alors il y a des conditions un petit peu particulières, bien sûr, et des circonstances dans lesquelles il y a des exceptions à ce principe. Et alors pour revenir au jugement, vous avez fait allusion à des possibilités d'expérimentation. Je voudrais citer, et certainement ma voisine en connaît beaucoup plus que moi,
2 ou 3 jugements importants. D'abord, un jugement français, un jugement de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui date de 2009, où a été considéré par la Cour de cassation comme justifié la condamnation d'un médecin sur la base d'un article du Code pénal, mise en danger de la personne, car ce médecin avait entrepris une expérimentation de médicaments sur un patient très affaibli et dans l'impossibilité manifeste de donner un consentement libre, éclairé et express. Et donc, cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation montre bien une des limites, c'est qu'on ne peut pas se servir d'un cobaye contre son gré, ou plus exactement que si on n'exige pas le consentement de la personne, alors il retombe, bien sûr, pas tout à fait de la même manière, mais dans la situation des personnes qui étaient dans les camps, les victimes des expérimentations nazies. Et puis je voudrais citer 1 ou 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui montrent bien la philosophie, principe de la liberté de la recherche, principe du progrès de la médecine qui ne peut pas se faire, même si plus tard, grâce aux simulations, ça va d'une certaine façon diminuer, mais qui ne peut pas se faire sans expérimentation humaine. Mais la règle du consentement est absolument impérative. Et je voudrais citer 2 cas. Un cas dans une affaire britannique où il s'agissait d'un enfant de 12 ans qui était gravement handicapé physiquement et mentalement, qui était hospitalisé, et les médecins voulaient absolument lui administrer de la diamorphine. Et la mère a dit « non, je ne veux pas ». Et un tribunal a passé outre à l'objection de la mère, qui s'est retournée devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a dit « c'est une violation du respect aux droits de la vie privée pour la mère et pour l'enfant ». Et l'autre arrêt est un arrêt récent qui est intéressant aussi parce qu'il est sous un angle un peu particulier, c'est sous l'angle de la liberté d'expression. C'est une affaire RTBF contre Belgique. Une émission de télévision devait avoir lieu et le sujet de cette émission de télévision, c'était d'interroger 5 patients ou patientes qui se plaignaient qu'un médecin s'était livré, un neurochirurgien, s'était livré à des expertises médicales sur ces personnes contre leur gré ou sans leur consentement. Alors, le médecin a réussi à faire obtenir préventivement l'interdiction de l'émission, et ce n'est pas vous qui me direz que ce n'est pas une mesure grave du point de vue de la liberté d'expression. Je crois que ça n'est jamais arrivé en France. Et de nouveau, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie et a estimé que l'article 10 de la Convention, qui prévoit la liberté de la presse et la liberté d'expression, avait été violé au détriment de la RTBF. Et le raisonnement principal de la Cour, c'est que c'est un débat d'intérêt général important et qu'il fallait qu'il y eût lieu et qu'une censure préventive, évidemment, l'empêchait. Je pourrais citer d'autres exemples, mais pour ne pas dépasser mon temps de parole implicite... Vous l'avez déjà dépassé. Ah, je suis désolé, je vais le supprimer rétroactivement certains de mes propos. Avant de donner la parole à Paul Wendling, je voudrais revenir quand même sur cette notion que vous avez évoquée de consentement éclairé. Hervé Schneewes, c'est vrai que le patient, souvent, il est allongé, malade, il y a un médecin en blouse blanche au-dessus. On a tous connu cette situation, nous-mêmes ou dans notre entourage, où de toute façon, le consentement libre et éclairé, lorsque le médecin dit bah, « c'est comme ça et c'est pas autrement », et même si en plus on doit faire des essais thérapeutiques parce qu'il n'y a pas d'espoir, c'est difficile de savoir ce que c'est que le consentement éclairé. Et j'ai lu par exemple qu'il y a des procès de temps en temps, il y en a eu un il y a quelques années, où une famille a reproché à un médecin d'avoir fait dans son dos des expérimentations pour soigner le cancer de leur enfant. Où est-ce qu'on doit situer la limite entre faire avancer la recherche et respecter la dignité et le consentement même du patient, quand on est médecin évidemment? Bon, il y a une première évidence qui est que depuis maintenant de nombreuses années, le médecin, qu'il soit expérimentateur ou pas, doit au patient l'information. Ça soulève d'ailleurs un grand chapitre qui est de la capacité qu'a le médecin, soit par sa formation en tant que médecin, soit par la formation du patient, de délivrer cette information. Parce que qu'est-ce qu'un patient est capable de comprendre ? Ils ne sont pas toujours doués pour ça. Qu'est-ce qu'un patient est capable de comprendre ? Quel est le temps qu'il faut pour
entre guillemets, éduquer le patient à sa maladie, c'est quelque chose qui peut être long, mais maintenant, vous avez toute une série de maladies, que ce soit les cancers, que ce soit le diabète, tout ce qui est maladie chronique, dans lesquelles on éduque les patients à leur maladie parce que finalement, c'est eux qui vont prendre en charge une grande partie. Et évidemment, cette notion d'information du patient est essentielle. Ensuite, dans la notion de consentement, il y a deux choses. Il y a l'aspect où il est absolument inadmissible. Valérie disait tout à l'heure, depuis la loi Hurier-Seruskla, mais on pourrait remonter dans d'autres juridictions un peu avant, il est tout à fait inadmissible qu'on puisse faire quelque chose au patient à son insu. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est que face à une maladie grave, beaucoup de patients, et j'ai encore eu le cas simplement ce matin puisque j'ai sauté dans un TGV après ma consultation, beaucoup de patients disent « on vous fait confiance ». Et on a une dérive qui apparaît, on essaye d'éduquer nos internes et nos résidents pour ça, mais on a une dérive qui apparaît, c'est que normalement vous avez une feuille d'information ou un document d'information du patient qui se termine par une signature. Et cette signature est là pour attester que le patient a bien été informé et qu'il a bien compris ce qu'on était en train de faire. Or, beaucoup de patients prennent la feuille et disent « je vais vous signer votre feuille ». Et je suis obligé de leur expliquer « non ». La signature, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous ayez compris ce qu'on va faire, qu'on va tenter un essai thérapeutique et que dans l'essai thérapeutique, il y a toujours une chance que ça marche, mais il y a aussi beaucoup de chances que ça ne marche pas. Malheureusement, Marc Mercer nous en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut que le patient soit informé et qu'on arrive à rétablir dans le dialogue, qu'il soit dialogue scientifique-patient, dialogue médecin-patient, cette équité humaine qui fait que l'un comme l'autre échangent des informations et ensuite vont aborder l'expérimentation d'un nouveau traitement, non pas à égalité de savoir, ça c'est impossible, mais en tout cas à égalité de chance de savoir. Vous savez, on pourrait retourner à Weber dans l'éthique qui est du scientifique mais aussi du politique, puisque c'est deux textes qui sont joints en général, dans lequel l'homme moderne, c'est pas forcément celui qui sait, mais celui qui a accès à la connaissance. Je ne sais pas comment fonctionne une voiture et j'en ai pas besoin pour arriver à la conduire, mais je sais que si je voulais savoir, je pourrais ouvrir le capot, prendre un manuel technique et savoir que je pourrais apprendre et savoir. Il faut que le patient sache qu'il a accès à l'information, qu'il a droit à toute l'information et qu'il peut demander des explications et autant qu'il en veut à tout moment de l'expérience, y compris dire à un moment « j'arrête ». Dans un monde idéal, mais dans la réalité quotidienne. Mais c'est notre réalité quotidienne, c'est pas facile tous les jours. On a aujourd'hui dans les services, moi je suis à la frontière des neurosciences et de l'oncologie, on a des consultations d'annonces, on a des réunions de formation où les patients et leurs familles viennent poser des questions sur la maladie. Je sais que c'est fait depuis 20 ans, 30 ans dans le domaine du diabète et d'autres pathologies. Je sais que, je ne sais pas si Israël Nissan le fait, mais je sais que René Friedman avec Claire fait des réunions d'information pour les patients avant parcours de fécondation in vitro, donc je pense qu'il y a aussi là des parcours de formation et d'information qui sont faits. Non, je crois que c'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus, au moins dans la médecine hospitalière, parce que, encore une fois, il faut du temps et des structures pour permettre cette information. Une réaction. Notre grand témoin. Oui, plus une réaction qu'une interrogation. J'ai eu la chance de commencer mes études de médecine dans les années 80 et de vivre avec tout cela comme si c'était quelque chose d'un petit peu normal. Les essais cliniques, c'est quelque chose qui nous a été enseigné, on a vécu avec, on en a fait, on en a réalisé, on en a fait faire. Ce que j'aimerais quand même dire pour rassurer un petit peu le public, c'est que c'est extrêmement encadré. La réalisation, la constitution d'un essai clinique, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce sont là aussi des règlements, des méthodes, un apprentissage et des autorisations qui sont données. Une fois que les autorisations sont faites, je crois qu'il faut aussi démystifier les choses. La médecine du 19e siècle a vécu. Aujourd'hui, la relation patient-médecin a profondément évolué, ça vient d'être dit à travers des exemples. On aurait pu rajouter tout le travail qui est fait en cancérologie aujourd'hui par rapport à l'annonce, par rapport au suivi, par rapport à l'encadrement de la famille, à la présence de la famille. Je crois que tout cela fait qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans un essai clinique, effectivement, nous respectons plus que jamais
la volonté du patient. Et cela, c'est primordial. Il n'y a pas, je crois, pour un médecin digne de ce nom, d'éléments où on force un individu à se soumettre à un essai thérapeutique. Je crois qu'il faut le dire. La question de la limite, c'est une question importante. Dans un récent débat, nous parlions de cette limite sur d'autres sujets de bioéthique. Je me suis entendu dire par le président de l'université qu'il n'y avait pas de limite à la science, du point de vue du chercheur, et que les limites devaient être données par les politiques. C'était un petit peu joué à une partie de ping-pong, mais je crois que c'est quand même quelque chose de réel. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, fixer en 2012 uniquement des lois complètes par rapport à la recherche clinique, c'est un petit peu dommage. On aurait pu avancer beaucoup plus rapidement. Je crois que ça rassure là aussi le grand public qui a, de mon sens, une forme d'obligation à participer à ces essais cliniques parce qu'il y a à la fois des soins qui peuvent être donnés, qui peuvent sauver, mais toujours, c'est ma vision des choses, aussi finalement cette possibilité de développer, de participer à une évolution de la science qui, moi, me semble profondément indispensable. Merci. On réagira. Vous voulez je ne vais pas vous couper la parole, c'est un débat, alors allez-y. Non. Non, finalement, non. Alors, on va ouvrir Jean-Paul Costa, oui, je vous en prie. Oui, juste un mot, mais ça, c'est une réaction à ce qui a été dit par plusieurs orateurs. Je crois, et on retrouve cette question dans le problème du consentement, il faut distinguer deux types de situations, celle où la personne est réellement un patient et les expérimentations sont thérapeutiques dans son intérêt, et peut-être parfois c'est la seule chance pour le sauver. Et les expérimentations préventives et non pas thérapeutiques, qui sont des personnes qui acceptent de se prêter à des expérimentations de futurs médicaments avant leur mise sur le marché. En général, et je crois que c'est même exigé, on a testé sur des animaux, mais le chaînon manquant, c'est le chaînon humain. Et le consentement n'est pas du tout la même chose. Si quelqu'un est sur la table d'opération ou dans le coma, ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui est parfaitement en bonne santé et qui prend un risque. D'ailleurs, la notion de risque, on y reviendra peut-être, est très importante aussi dans toutes ces règles, risque et proportionnalité. On va revenir sur ces points, mais on va ouvrir la page véritablement européenne de ce forum européen de bioéthique. Avec vous, Paul Weinling, vous venez d'Angleterre, vous êtes, je le rappelle, professeur en recherche de l'histoire de la médecine à Oxford, notamment. Et votre travail, j'allais dire acharné depuis de nombreuses années, c'est de vous pencher sur, d'être quasiment, j'emploie ce mot, pardon, le comptable des expérimentations humaines faites par les nazis dans les camps de la mort. Et est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous résumer l'objet de vos recherches? Parce que là, on atteint évidemment le bout du bout de l'expérimentation sur les êtres humains. Et là, évidemment, il n'y a pas de consentement, ni même éclairé, qui ne vaille. The victims of Nazi experiments called themselves guinea pigs or rabbits, or Kaninchen, or in Polish, koloniki. And this was to express their defiance and resistance against the experiments forced on them. Les victimes des expérimentations des nazis s'appelaient eux-mêmes cobayes. Ils se qualifiaient eux-mêmes de lapins, koniki comme on disait en polonais, et ceci pour défier ceux qui leur faisaient ça, pour montrer leur résistance à ce qui leur arrivait. And as our chairman says, history is a form of accountability, and by identifying the victims today, we overcome their fragmentation into slides and specimens, into blood and bones and the ashes of anonymity. Comme nous l'avons déjà dit, l'histoire, c'est aussi une forme de responsabilité. Et en rendant à toutes ces victimes leur identité aujourd'hui, c'est un moyen qui nous est donné de surmonter ces atrocités, de surmonter le fait qui faisait d'eux de simples échantillons de sang, d'os ou de cendres. And the victims, even at the time of the experiments,
protested against the violation of their rights as prisoners, and they also set out to document and inform. One example is how the ethnologist in Ravensbrück, Germaine Tillion, kept photographs on herself hidden of the wounds inflicted by German doctors of the sulfonamide experiment on the rabbits. Et les victimes, au moment des faits déjà, protestaient contre les violations de leurs droits qui leur étaient faites, et ils protestaient en documentant eux-mêmes les blessures et souffrances qui leur étaient infligées, comme Germaine Tillion, qui tout au long de sa captivité a porté sur elle les photos des blessures qui lui avaient été infligées au moment de ses expérimentations. And after the war, there were great numbers of body parts and brains remaining in university institutes and clinics, and these continued to be used for research and teaching. One German anatomist said in 1990 he didn't think previously that a histological slide of nerve tissue had any relation to a person who might have been executed as a victim of Nazi injustice. Et après la guerre, de nombreuses parties de ces corps, tissus en tout genre, ont continué à exister, ont continué à être utilisés dans les universités, dans les cliniques, à des fins de recherche. Et comme le disait un anatomiste allemand dans les années 90, il n'avait jamais pensé qu'un tissu d'être humain pourrait avoir une relation quelconque avec un être humain qui, lui, avait pourtant été exécuté par le régime nazi. And it's important to reconstruct the experiments because the scale of the experiments is very large. So far, I have identified 25,000 victims by name. And also to look at the timing of the research, because the scientists felt that they had a unique research opportunity, and so the research intensified as the war went on. Je pense qu'il est important de reconstruire aussi ce phénomène de ces expérimentations, aussi vu l'échelle extraordinaire qu'elles ont prise, et de voir aussi les délais et la cadence auxquels ces expérimentations ont été menées. Personnellement, je suis arrivée à identifier 25 000 de ces victimes, chacune par leur nom. Il est important de voir dans quel délai ça s'est déroulé, sachant aussi que tous ces chercheurs voyaient bien que le temps passait rapidement et que le temps à leur disposition était très petit. Et donc, plus la guerre arrivait à son terme, plus ces mesures ont été intensifiées. And about 10% of the experiments took the victims to the point of death, studying this physiologically, collecting fresh specimens of dead tissue so that they could compare the living and the killed body. 10% des victimes de ces expériences ont été des victimes qui en sont mortes, et ceci permettait, et l'idée était d'étudier la progression jusqu'à la mort et de comparer ces échantillons de tissus avec des échantillons de tissus déjà morts. And the victims are a very international group. There were many were Jewish, but there were also many Roma or Catholic priests, for example, and at least 220 French citizens and many nationalities deported from France. Les victimes étaient aussi un groupe de personnes éminemment internationales, évidemment un grand nombre de juifs, mais aussi beaucoup de Roms, beaucoup de prêtres catholiques, au moins 220 Français que j'ai pu identifier, et un grand nombre de nationalités déportées à partir de la France. So it's important that there should be transparency and access to the documents to ensure both the accountability of medicine and also to the victims and their families. Je pense qu'il est important de veiller à la plus grande transparence possible dans ces choses et l'accès aux documents, ne serait-ce que pour établir la responsabilité de la médecine dans ces actes, et c'est dû aux victimes et aux familles des victimes. We speak of an evidence-based medicine,
but what the victims give us is an evidence basis for ethical concepts like informed consent. Nous parlons de médecine fondée sur les preuves, mais ce que les victimes nous donnent, ce sont une éthique et l'obligation d'avoir une éthique qui est elle aussi fondée sur les preuves. And as we extend the concept of consent from research to all clinical medicine, as we have just heard, it's important to remember that there is a problematic power relationship in the concept of informed consent with the physician, because this idea of the physician informing a passive patient is one which we can see is contradicted by the defiance of the victims of the Nazi experiments themselves. Et au fur et à mesure que nous étendons le concept de consentement dont il a été question dans tous les domaines de la recherche, il est important de voir ces relations de pouvoir entre les uns et les autres et qui me paraît éminemment problématique. L'idée qu'un médecin puisse informer un patient qui, lui, par définition, est passif, est évidemment en contradiction éclatante avec la méfiance inhérente à toute victime à l'époque. Paul Wendling, merci. Je voudrais insister sur un point que vous venez de souligner, qui semble ahurissant, méconnu. C'est qu'après la guerre, les résultats des recherches des médecins nazis, les tissus ou les corps ont été utilisés, en tout cas stockés, jusque dans les années 90 et ont servi éventuellement, on savait que ça existait pour les physiciens nazis, pour l'arme atomique, on le sait, mais ça a existé, dites-vous aussi, dans la recherche médicale, et peut-être qu'il y a eu des corps issus des camps de la mort qui ont été stockés, entre guillemets, dans les facultés françaises. C'est ce que vous venez de dire et qui est totalement méconnu. In German institutes for anatomy had the right of the bodies of executed victims. In addition, bodies were coming from concentration camps to anatomical institutes. On top of this, there was a distribution of the victims' body parts to institutes in Poland, to institutes, as we also know, for example, in Strasbourg under German occupation. And these body parts were then circulated further. And so, yes, body parts have remained in the cellars of institutes unidentified and are still being found today. It is a continuous problem. And of course, the victims, there are also victims of the research still alive today. So this is not a closed chapter of the past. It is one very much integrated both into science, ethics, and actual healthcare. Oui, il faut savoir que les instituts d'anatomie en Allemagne, à l'époque, avaient les droits exclusifs sur tous les corps victimes des exécutions nazies. Venaient s'ajouter à ça tous les corps qui arrivaient des camps de concentration. Ces instituts d'anatomie ensuite diffusaient ces corps ou parties de corps ou tissus dans les différents instituts, en Pologne, à Strasbourg, nous le savons ici, à l'époque sous l'occupation allemande. Et de là, ces parties partaient encore dans d'autres endroits et étaient stockées, et oui, stockées dans les caves des instituts, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ajouterai à ça qu'il ne faut jamais oublier que certaines des victimes de ces expérimentations nazies sont encore en vie aujourd'hui et que donc c'est un ensemble de thèmes qui se posent face à ce fait. Je vous remercie et je voudrais aussi remercier chaleureusement la traductrice et l'autre traducteur qui se cache là-bas d'avoir à la volée comme ça, parce qu'habituellement vous avez des conditions bien meilleures, c'est très bien organisé. Mais disons que c'était, voilà, je voulais vous remercier de cette traduction simultanée et quasiment improvisée. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les questions de la salle. Bonsoir, Patrick Gaudret, généticien. Je voudrais réagir en faisant un petit commentaire et en posant une question. Bien sûr, ça touche la dernière présentation qui nous a
évidemment beaucoup ému, qui nous a rappelé une horreur. Je voulais juste faire un petit commentaire pour dire que de telles horreurs, à une moins grande échelle, se sont poursuivies. Il y a eu des expériences sur des cobayes humains qui ont été faites sans consentement, jusque dans les années 75 au moins. Et il faut savoir qu'effectivement, les fondements de la bioéthique après le Code Nuremberg, à l'issue des procès de ces médecins criminels, est arrivé dans les années 78-79, simplement, c'est-à-dire 30 ans après, et que la loi Hurier-Seruskla a été votée en 1988, plus de 40 ans après les procès de Nuremberg. Donc ça, c'est un petit commentaire, et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la barbarie nazie, que nous avons une part de barbarie en nous, et qu'il faut effectivement en prendre garde. Juste une précision à ce sujet. Il y a eu des expérimentations aux États-Unis à propos de pénicilline, par exemple, dans des communautés noires américaines, jusque tard dans les années 60-70. Oui, et des expérimentations sur le non-traitement de syphilitique noire, notamment. Enfin, il y a eu beaucoup d'expérimentations de cet ordre. Et la question, en fait, également, puisqu'on parle de cobayes, c'est de savoir, finalement, sur cette période extrêmement sombre, vous qui avez étudié toute cette période, est-ce qu'il y a une seule expérience qui ait amené une once, une pincette de connaissances en plus dans le monde médical ou dans le monde scientifique? Est-ce qu'il y a une seule expérience qui pourrait dire, finalement, il y a eu beaucoup de cobayes, ça a été une atrocité absolue, mais finalement, on a pu gagner quelque chose, et je crois malheureusement que la réponse est non. Alors, il y a une autre demande de parole du côté d'Emeline. Alors moi, c'était une question par rapport à la biosimulation. Alors, vous excuserez mon scepticisme, mais je ne vois pas, avec la complexité de l'être humain, comment on peut se passer en fait d'expérimentation avec des cobayes humains, parce qu'on sait à quel point la recherche, c'est ça, on ne sait pas au final qu'est-ce qui va être créé, qu'est-ce qui peut arriver. Et donc, est-ce qu'on peut réellement se passer de cobayes humains? Est-ce qu'on peut faire des pronostics simplement avec des ordinateurs, si c'est bien ce que j'ai compris? Michel Faupel. Je crois que nous sommes vraiment au début de la biosimulation. C'est quelque chose qui avance à une vitesse extraordinaire. Petit à petit, cette simulation va s'imposer. Il faut encore bouleverser encore beaucoup d'idées reçues. Il faut encore travailler beaucoup sur l'explication de ce que c'est que la biosimulation. On en est là actuellement. Mais je suis persuadé, nous on a une petite formule, c'est qu'une souris d'ordinateur correspond à 16 000 souris expérimentales. Il faut savoir qu'il y a des conséquences économiques à ça. Une souris environnée coûte un certain nombre d'argent. Et les données collectées dans le monde actuellement sont de l'ordre de 400 millions de données qui sont collectées par les banques de données actuellement sur tout type d'informations. Donc il faut être très précis là-dessus. La biosimulation a des avantages énormes. Je sais qu'au niveau clinique, si vous voulez expérimenter une combinaison de médicaments sur des souris, vous arrivez à des problèmes très rapides. La biosimulation permet de compenser ça et de voir les synergies qui effectivement en découlent. Quand vous faites des tests sur la mathématique, qui est tout à fait neutre, c'est une transformation d'un effet fonctionnel biologique en somme mathématique, il est bien plus facile de gérer ces données sous forme de mathématiques, qui sont absolument réelles. C'est pas de la virtualité, c'est vraiment de la réalité. Pour aller plus loin, avant une mise sur le marché, il y aura quand même des essais thérapeutiques sur l'homme de quoi qu'il arrive. On ne pourra pas éviter cet effet-là, mais on pourra énormément réduire. Et on ne peut pas l'éviter, je ne dirais pas que ce n'est même pas à cause de la finalité de l'essai sur l'humain, on ne pourra pas l'éviter parce que les esprits ne sont pas encore prêts à accepter ces choses. Dans l'aviation, dans les différents domaines, la simulation maintenant s'est imposée. Même la bombe atomique. Même la bombe atomique. Ouais. Dans tous les domaines, là, on a à faire au niveau du cerveau, il faut bien comprendre, c'est qu'on attaque l'infiniment complexe.
C'est-à-dire que ce qui se passe avec cet organe n'a pas de comparaison. On ne travaille pas sur un genou, on ne travaille pas sur un orteil, on travaille sur le cerveau. Et donc la multitude des effets qu'il faut intégrer, il n'y a que l'informatique et la très grosse informatique. C'est ce qui se fait actuellement. Les équipements qui sont établis maintenant à Lausanne, Genève, c'est gigantesque. Merci. Une précision. En termes de gain de temps, par rapport à une souris, 16 000 souris, en termes de temps passé aussi à étudier, est-ce que vous avez évalué les gains en termes de temps? Absolument. Alors, le développement d'un médicament d'une façon globale, le dernier grand médicament dans le domaine du système nerveux central, et ce n'est pas mon voisin qui me démentira, c'est le Prozac dans les années 83. Donc, il y a eu de la marge. On n'a plus beaucoup de médicaments pour un tas de raisons. Mais on travaille parce que les régulations le permettent. Je ne vais pas vous faire toute la liste ici des étapes à franchir pour mettre un médicament sur le marché. Il faut à peu près 15 ans actuellement. La simulation permet de gagner des étapes majeures, à commencer par les 2 premières étapes qui sont fondamentales, notamment au niveau de la toxicologie, par exemple, des produits. Et donc, à partir de là, on s'attaque à un procédé qui fait gagner actuellement entre 30 et 40% du temps de délivrance des médicaments. Ce n'est pas fini, on compte aller beaucoup plus vite et faire des offres beaucoup plus vite. Rien n'empêche ensuite un partenaire de faire le développement classique, hein, on se comprend bien. Mais c'est une offre qui est quand même très, très efficace en termes d'économie et en termes de science. Merci beaucoup. Une autre question de la salle? Je vais m'en permettre une qui s'adresse aux juristes. Si on peut comprendre et même exiger qu'il y ait un consentement avant de la recherche sur des personnes adultes en capacité de le donner, en revanche, vous savez comme moi que beaucoup de médicaments de l'adulte sont utilisés chez les enfants et que les doses et les effets ne sont pas du tout les mêmes. Or, pour l'enfant, on demande à ses parents de consentir. Ma question est la suivante. Comment des parents peuvent consentir à de la recherche sur leur enfant sans le transformer en bouc émissaire, en victime expiatoire? Et comment faire pour qu'on puisse quand même progresser en matière de recherche de médicaments sur les enfants sans pour autant en passer par cette posture un peu sadique du corps médical qui demande à des parents d'autoriser qu'on fasse de la recherche sur leurs enfants? Alors, tout d'abord, les enfants, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les mineurs, en droit, ne peuvent se prêter à des recherches que dans des conditions très strictes et encore plus strictes que les majeurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on n'ait aucun autre moyen de tester le médicament. Et très souvent, je parle sous votre contrôle, mais dans la totalité, quasi-totalité des cas, ce sont des recherches qui peuvent bénéficier aux mineurs. Et c'est pour ça, bien évidemment, que les parents non seulement acceptent, mais parfois insistent pour que l'enfant entre dans un protocole. Mais c'est une recherche encore plus encadrée et en matière médicale, lorsque l'enfant dit non, on respecte ce non. Autant l'autorisation doit venir des parents, mais si l'enfant dit non, c'est qu'il est en âge de le dire et qu'il a la maturité nécessaire. Et là, on va respecter la parole de l'enfant. Il se trouve que je me trouve dans des circonstances où je m'adresse au fœtus. Je peux vous dire qu'un fœtus, ça dit ni oui ni non. Il m'est arrivé de sauver la vie à des fœtus en injectant dans le fœtus des produits sans pour autant que j'ai juste l'autorisation de la mère. Oui. Sur les fœtus, c'est encore autre chose. Moi, je vous parlais de l'enfant de quelques années qui sait dire non. Le fœtus, évidemment, ce ne sont même pas les parents. Ce sont les parents qui sont à la base de la conception de ce fœtus, qui vont décider, parce qu'il est surnuméraire, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'employer pour leur usage, c'est-à-dire pour une fécondation in vitro, ils vont en faire don à la recherche. C'est fœtus, pas embryon. Oui. Merci. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Valérie Despax-Sebag. Je voudrais juste ajouter que je parlais tout à l'heure de la notion de risque et de bénéfice, donc de proportionnalité. La règle pour les adultes, la règle en général, c'est que l'expérimentation médicale doit servir à la santé publique en général et notamment à un grand nombre de patients. C'est une des raisons qui peuvent motiver l'autorisation des expérimentations. Mais quand il s'agit
d'enfant, et vous l'avez un petit peu dit d'ailleurs, il faut que ce soit pour l'intérêt de la santé de l'enfant lui-même et qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc tout ça est encadré par des textes et aussi, je crois, par des réactions éthiques. Il existe des comités de protection de la personne, il y a dans les hôpitaux, mais je parle aussi sous le contrôle, moi aussi, des praticiens, des hospitalo-universitaires, il existe des comités qui peuvent donner des avis très importants. Alors, une demande de parole. Bonsoir. Moi, avec tout ce qu'on a dit ce soir, j'aimerais vous poser la question, quelle est la crédibilité... Approchez le micro, je ne suis pas sûr qu'on vous entend bien ici. Quelle est la crédibilité que vous accordez aux tests qu'on fait sur les animaux au préalable de les faire sur les hommes? Et en parallèle, du coup, l'éthique, est-ce qu'elle existe dans les labos d'expérimentation sur les animaux? Et à quel degré on arrive à les estimer comme des êtres vivants? C'est vrai que c'est un sujet quand même très très sensible. Il y a l'homme comme cobaye, mais l'expérimentation animale, le vrai cobaye, voilà, chez un certain nombre de citoyens, ça pose une vraie autre question importante et très sensible. Alors, il y a une réponse déjà qu'on peut apporter, et je reviens à la remarque de tout à l'heure, la biosimulation permet d'économiser énormément d'animaux. Il faut savoir, non, je vais vous expliquer. Dans le domaine de l'industrie chimique, il y a eu les régulations qu'on appelle REACH. Ce sont des programmes européens qui obligent maintenant à la formation de chaque produit. Il faut maintenant justifier, et c'est le producteur de ce produit qui doit justifier de la non-toxicité de ces produits. C'est quelque chose de très lourd. Ça a coûté 700 millions d'euros cette année à l'industrie chimique. C'est le principal consommateur. Et le paradoxe, c'est que pour justifier de la non-toxicité, on a utilisé 12 millions d'animaux supplémentaires. 12 millions d'animaux supplémentaires en France. Donc vous voyez ce paradoxe. La seule façon de régler ce problème, c'est la simulation. C'est-à-dire, les tests de biosimulation réduisent drastiquement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour illustrer, un clic de souris, 16 000 D'accord pour l'avenir, mais pour le gros de la recherche pharmaceutique aujourd'hui... Alors, c'est incontournable pour l'instant. Disons que l'expérimentation humaine et animale... la question, si je peux la repréciser, c'est en quoi on sait que c'est utile, efficace, que c'est transposable à l'homme, et surtout, quelle est la dimension éthique pour l'industrie pharmaceutique du recours à l'expérimentation animale? Je crois avoir compris votre question en ces termes. Alors évidemment, il y a un problème très important au niveau de l'éthique. Par exemple, une souris schizophrène, quand il faut traiter de la schizophrénie, vous voyez la difficulté de tirer des leçons sur l'expérimentation animale. Bien que ces animaux soient préparés et sont conditionnés pour répondre à certaines questions qui touchent à la schizophrénie, mais vous avouerez avec moi que les résultats tirés de l'expérimentation sur une souris schizophrène ou considérés, je crois qu'il faut être très fort. Par contre, là où il y a des progrès gigantesques qui sont faits, c'est au niveau des pratiques de laboratoire. Alors là aussi, j'ai un tas de documents, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais la bonne pratique de laboratoire a été un progrès phénoménal. Et aujourd'hui, dans les grands centres qui ont à gérer ce type de problème, outre les cahiers de laboratoire qui sont remplis chaque jour et qui expliquent chaque jour les difficultés rencontrées et les progrès réalisés, il y a en outre un contrôle complet de la chaîne par des gens qui sont uniquement habilités à procéder à certains gestes. Toutes les personnes ne peuvent plus faire tous les types de gestes. Et ça, c'est un grand progrès. Merci. Et une réflexion de citoyen avant de passer à une autre question. Moi, je préfère, pour ma part, une expérimentation sur des cobayes animaux que sur des cobayes humains. Bien, alors il y a 4 questions dans la salle. Monsieur? Oui, Israël Nizan a eu la sagesse de poser la question de l'enfant. Alors, puisque Hervé Schneeweiss nous a clairement explicité que l'enjeu se positionnait sur des pathologies de la dégénérescence de la fonction cognitive, comment peut-on exprimer le consentement dans ces situations-là et dire que le consentement est une réponse et une garantie éthique? Je sais que c'est un sujet qui captive Hervé. Je peux juste rajouter quelque chose aussi. Comment est-ce que, parce que vous avez parlé d'économie, d'humain, de prétexte, moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est quand même l'éthique de la recherche dans les maladies orphelines. On ne cherche pas dans les maladies orphelines ou dans les maladies rares, parce que quelque part, ce n'est pas assez rentable.
comment est-ce qu'on peut justifier ça aussi devant la population? Alors, il y a de nombreuses questions à l'intérieur de la question. Un bout de la chaîne, c'est la question de comment on recueille le consentement de quelqu'un qui ne peut pas consentir. Et quand je dis quelqu'un, je parle bien d'une personne, parce que Israël, sans vouloir vous vexer ou venir empiéter sur vos plates-bandes, on est dans des systèmes séquentialistes ou évolutivistes qui font qu'au fur et à mesure de la maturation et de la capacité d'autonomie, et jusqu'à preuve du contraire, un fœtus a une capacité d'autonomie extrêmement restreinte au regard de sa mère, on acquiert des droits au regard. Et sans vouloir non plus empiéter sur les plates-bandes de Valérie Sebag ou de Paul Costa, une des raisons pour lesquelles la France n'a pas ratifié Oviedo alors qu'elle a été un des promoteurs du texte d'Oviedo, c'est ce fameux article dans lequel il était question du respect de la personne humaine, jusque-là tout va bien, et puis l'alinéa se termine depuis sa conception. Ce qui semblait donner des droits à l'embryon, voire au fœtus, qui sont évidemment en contradiction avec nos lois qui commencent avec la loi Veil et qui se continuent ensuite avec toutes nos lois de bioéthique sur les questions de la procréation médicalement assistée. Voilà l'enjeu de la ratification d'Oviedo. Donc pour revenir à ces questions, et pour dire aussi qu'aujourd'hui avec la génétique et la génétique à grande échelle, il n'y a plus de maladies orphelines ou au contraire toutes les maladies sont orphelines. C'est-à-dire que même les maladies les plus fréquentes, même certains cancers extrêmement fréquents, voient dans leur origine, voient dans les mécanismes à l'origine de leur production, tellement de voies métaboliques mises en jeu que justement on est dans ce qu'on appelle le déluge data et qu'on a besoin de l'intégration de données, non seulement parce qu'on ne peut plus le faire à la main, on a des milliards de données à colliger, y compris par rapport aux interactions entre les différents médicaments, et puis il y a aussi des maladies, il a été cité des maladies dans lesquelles la souris est un très mauvais modèle, mais même dans le cancer, la souris est un très mauvais modèle. La souris ne fait pas de tumeur naturellement. Une souris, ça ne fait pas de tumeur. Il faut des souris qu'on modifie génétiquement pour leur faire des tumeurs. Donc je finis avec la question de Grégoire Moutel sur le consentement. On est arrivé à la possibilité d'abord de reconnaître aux enfants la possibilité de s'exprimer, Valérie l'a déjà dit, mais aussi à la notion de personne de confiance. Personne de confiance, ça peut être les parents, dont on pense qu'ils ont un intérêt à la santé de l'enfant, ou ça peut être une autre personne, parce que là où il faut toujours regarder, tu le sais mieux que moi, l'enjeu des questions éthiques, c'est que justement, pour revenir aux maladies rares, les gens les plus demandeurs et qui sont parfois les plus prêts à passer outre n'importe quelle règle éthique au nom du fait qu'il faut sauver leur enfant, ce sont les associations de parents et les parents d'enfants malades. On est souvent très en difficulté à expliquer à des parents d'enfants malades, et je pense que beaucoup d'entre nous sont des parents, et j'en suis un, et quand on est face à son enfant malade, on veut tout faire pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement, y compris des choses éthiquement non acceptables. Et donc on est dans ce dilemmatique justement de jusqu'où peut-on aller et jusqu'où cette notion de consentement éclairé dans l'intérêt de celui qu'il faut soigner, c'est-à-dire de l'enfant, va. Et malheureusement en médecine aujourd'hui, il y a des cas où il vaut mieux ne rien faire parce qu'on ne sait rien faire ou que tout procédé serait plus dangereux que de ne rien faire. Absolument. Monsieur. Une autre question dans la salle. Monsieur. Micro déjà. Moi, je voudrais apporter mon témoignage en tant que transplanté rénal. Je suis transplanté rénal depuis 17 ans et j'ai été transplanté donc par le professeur Wolf. Un jour, un néphrologue m'a proposé de changer mon protocole de soins. Le protocole que j'avais avait des effets secondaires qui me semblaient supportables. Donc ce néphrologue m'a proposé de changer de protocole. Je m'étais renseigné sur ce nouveau protocole qui induisait, a priori, une prédisposition au diabète si on avait un parent proche qui était diabétique, ce qui était mon cas. J'avais une tante qui était diabétique. J'ai refusé ce nouveau protocole de soins. Et donc, pour moi, ça supposait de
demander quel est le libre arbitre d'un patient greffé, sachant que psychologiquement, en tant que greffé, au début d'une greffe, nous sommes vulnérables et nous ne savons pas comment réagir par rapport à ces propositions. Donc pour moi, ce qui était important, c'est de garder mon protocole de soins qui marchait et surtout, je me suis posé la question, comment peut-on avoir confiance dans un protocole de soins si le médecin qui nous suit, lui-même, ne sait pas où il va avec le protocole qui nous est proposé. Merci pour ce témoignage. Ce n'était pas une question. Peut-être Oui, peut-être dire que c'est justement toute la question de l'information. Et quand le médecin ne sait pas ou n'est pas certain de certaines conséquences, il va le dire. L'information doit être complète. Et je voudrais dire qu'un médecin qui sait tout, il faut fuir. Et qu'il y a beaucoup plus de choses que nous ne savons pas que de choses que nous savons. Dans la salle, on demande à ce que Paul Wendling réponde à la question de Patrick Gaudret concernant y a-t-il eu des résultats de ces recherches qui ont fait 25 000 morts? Let me give two examples. One is of the standard setting for phosgene gas. That was based on experiments conducted at the camp of Natzweiler. En fait, je vais essayer de vous donner deux exemples déjà. Donc l'un sur le gaz qui était utilisé dans le camp de Natzweiler. So for phosgene. The second example is resuscitation of a person who is in freezing water based on experiments at the camp of Dachau. Le deuxième exemple, en fait, c'est l'exemple de la réanimation de personnes qui étaient en fait restées dans des eaux extrêmement froides. And these have entered medical science. What I can say as a historian is that was it really correct that a victim who was stressed and starving, does that really represent a normal, well-fed person? En fait, en tant qu'historien, la question qu'il conviendrait de se poser, c'est une personne qui était dans la situation dans laquelle elles étaient, est-ce qu'on peut considérer elle était dans les meilleures conditions finalement. Let me also say that this question of the utility of experiments was debated from the time of the liberation to the camps until today. En fait, la question de l'utilité des expériences a été débattue depuis le moment de la libération des camps jusqu'au jour d'aujourd'hui. And again, two examples. One is of victims who have said they would like the data to be used, if at all possible. And there were also physicians who said that the result should be destroyed as contaminated. En fait, il y avait deux opinions en la matière. La première des victimes qui ont dit effectivement que les résultats pourraient être utilisés et devaient l'être. Et puis également, il y a un autre avis qui est l'avis des médecins. Les médecins qui ont dit que ces résultats devaient absolument être détruits. Jean-Paul Costa. Oui, juste un mot. Et vraiment, je ne suis pas aussi savant que mon voisin de gauche, mais il me semble que même s'il y a pu y avoir quelques retombées collatérales positives de ces recherches, de ces expériences, elles étaient quand même extraordinairement contaminées, je reprends un mot que vous avez utilisé, par l'idéologie et notamment par la notion d'eugénisme. Et je crois que la tendance dominante de toutes ces expérimentations dans les camps et du sinistre Dr Mengele et d'autres, c'était quand même la monstruosité de l'emporter sur le souci de progrès. Merci. Une autre question dans la salle. Alors,
Bonsoir, moi j'aurais une question concernant... Rapprochez le micro. Pardon. Alors bonsoir, moi j'aurais une question concernant les alternatives justement à l'utilisation animale en clinique ou alors pour permettre de mieux prédire l'action des molécules sur l'homme. Que pensez-vous de l'utilisation des cellules souches reprogrammées pour pouvoir reconstituer un tissu humain voilà. Est-ce que ça pourrait être une alternative à terme ou une réalité? Est-ce qu'elle aurait une utilité? Hervé Schneewes, allez-y. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, oui, où vous avez tout à fait raison. Pour reprendre ce qu'un prix Nobel qui s'appelle Sidney Brenner a dit il y a maintenant 4 ans au Congrès international sur le cancer, « We don't need no more animal model, we are the model ». Nous n'avons plus besoin de modèles animaux, nous sommes le modèle. Alors, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de possibilités de cultiver non seulement les cellules des tumeurs, par exemple, mais même les cellules souches, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine de ces tumeurs, ou, pour prendre le cas des maladies rares qui a été évoqué un peu plus tôt, nous avons la possibilité de prendre des fibroblastes de ces personnes atteintes de maladies rares, et grâce à la technique qui a été couronnée par le prix Nobel au mois de décembre, de les reprogrammer et donc d'avoir des cellules que nous pouvons étudier soit dans leur forme indifférenciée, soit différenciée dans le tissu malade. Mais là, on reste à un niveau d'intégration qui est le niveau d'intégration de la cellule, et de la cellule dans des conditions de culture particulières. On a besoin d'un niveau d'intégration supérieur qui est le niveau de l'organe d'abord, puis le niveau sur le long cours de l'organisme. Et un des problèmes, par exemple, aujourd'hui, je ne condamne absolument pas les IPS ou les cellules souches embryonnaires. Au laboratoire, on travaille dessus. Donc, prenez les choses simplement comme le fait de souligner où se pose le problème. L'un des problèmes aujourd'hui des IPS dans leur utilisation, dans leur compréhension en tant qu'organe ou en tant que tissu, ou dans leur utilisation à titre thérapeutique, c'est que les méthodes qu'on a pour avoir des techniques efficientes de reprogrammation utilisent un certain nombre de virus qui peuvent eux-mêmes déclencher des tumeurs. Et dans l'état actuel des choses, y compris dans les meilleurs laboratoires japonais où ont été découvertes ces cellules, toutes les souris greffées avec ces cellules, après quelques mois, développent des tumeurs dans des proportions qui rendent totalement impossible toute perspective rapide d'essai clinique de ces cellules IPS chez l'homme. Donc voilà, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Alors, vous voulez la poser finalement? Pardon? Non, c'est une nouvelle question. Pas votre question. Monsieur. Oui, je voudrais revenir sur une idée reçue, enfin une antienne qu'on entend souvent, c'est la simulation informatique va remplacer tout, qu'on le fait pour les avions, on le fait pour la bombe nucléaire, et donc on va le faire en biologie. Il faut quand même faire très attention parce qu'un système informatique ne fonctionne que si on lui donne des données. Et ces données, il faut les recueillir. Et il y a eu des dérives, enfin il y a même assez souvent des dérives, parce que bien utiliser l'ordinateur, même s'il a une puissance absolument extraordinaire comme celui d'Harvard, ça peut conduire aussi à des erreurs. Donc il faut, malheureusement, tout le monde aimerait se passer d'expérimentation animale ou d'expérimentation même sur des cellules, mais pour l'instant c'est assez difficile. Enfin, c'est un commentaire, je voudrais insister devant un public pas forcément informé, du risque de toujours penser que l'ordinateur va régler tous nos problèmes. Merci. Je crois que, je ne sais pas s'il y a besoin de vraiment de réponse, vous y étiez exprimé largement là-dessus. Oui. Ou d'un mot rapidement? D'un mot très rapidement, je comprends très bien qu'il puisse y avoir encore des réticences à comprendre l'utilité et la rapidité de l'informatique en ce qui concerne la production de données thérapeutiques. Et donc, à mon avis, c'est une question de temps. La vitesse est là, les appareils sont là, les connaissances sont là, c'est juste une question de timing. Mais c'est incontournable. On passera par, on a souligné la masse d'informations qui était emmagasinée, on a souligné largement la capacité. Maintenant, il faut des machines, il faut d'autres ordinateurs pour chercher dans les territoires de l'information celles qui collent ensemble. C'est encore plus difficile. Donc on arrive encore à des difficultés supplémentaires. On ajoute une couche de difficultés supplémentaires. Mais encore une fois, je crois que c'est inévitable de passer par ce stade-là. Alors. Une nouvelle question, allez-y. Oui, bonjour, je veux savoir l'utilisation de cobayes, de personnes ou de groupes de personnes qui sont auto-immunes par rapport à certaines maladies.
on dit tiens, tel groupe de population ne déclare jamais telle maladie. Est-ce qu'on va chercher donc des cobayes pour voir ce qu'ils ont pour ne pas déclarer telle maladie, sans leur injecter de produits? Allez-y, Hervé. Oui, c'est typiquement ce qu'on a fait, par exemple, il y a eu, au moment des cohortes de suivi de patients atteints de sida, des gens qui étaient longtemps porteurs du sida et qui ne développaient pas la maladie. Donc, typiquement, des études ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là, alors qu'ils étaient infectés par le virus et qu'ils ne prenaient pas encore de trithérapie à l'époque, ne le développaient pas. C'est le cas d'études, par exemple, dans lesquelles on essaye de trouver chez des populations, des cohortes de centenaires, quels sont les facteurs éventuellement génétiques qu'ils ont de différents avec la population générale, ou c'est des variants, qui pourraient expliquer qu'ils sont devenus centenaires. Vous voyez, on prend des populations comme ça. Mais, et on découvre ensuite qu'il y a certaines populations qui peuvent répondre à des traitements et d'autres pas. C'est aujourd'hui, par exemple, ce qui se développe dans le cas du cancer ou dans le cas de certains traitements de l'hypertension. Vous avez des molécules qui peuvent marcher sur certaines formes de tumeurs, mais quand il y a une sous-population de patients qui portent une certaine mutation ou une variation génétique, alors ce n'est pas la peine d'utiliser cette molécule parce que le mécanisme sur lequel agit cette molécule est défectueux déjà en base chez ces patients. Donc ça permet ce qu'on appelle la stratification de population et ça permet effectivement de faire des essais cliniques beaucoup plus ciblés. Il y a un exemple récent dans le domaine du cancer du poumon où un essai clinique avec une molécule a conclu que la molécule était inefficace sur 12 000 patients, mais en reprenant les stratifications, ils se sont rendus compte qu'elle avait été efficace dans 9% des patients, et en reprenant ces 9%, il y avait un certain variant génétique, et du coup, maintenant, cette molécule peut être utile, mais utile uniquement chez ce tout petit pourcentage de la population. C'est à vous, monsieur. Jean-Luc Soussier, généticien. Est-ce que vous ne pensez pas que la variabilité qu'il y a dans les populations naturelles, où on est tellement différentes, pour aller dans le sens que vous venez de dire, font qu'on ne pourra en aucun cas, avant de tester, la mettre sur le marché, faire une étude humaine. Nous sommes tous très hétérozygotes. Tout ce qui est fait sur les souris et les animaux se sont faits sur des lignées théoriquement stables. Et je vois difficilement comment on pourra passer à la formation définitive d'un médicament sans regarder ceci. Un simple exemple, on sait très bien que les populations asiatiques supportent beaucoup moins bien l'alcool, simplement du fait que le nombre de copies d'alcool déshydrogénase, vous le savez aussi bien que moi, est hyper variable. Hervé Schnevel, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, mais la médecine personnalisée, comme on l'appelle, est déjà en marche. Alors, il y aura des progrès extraordinaires de la médecine personnalisée parce que dès aujourd'hui, ça coûte 5 000 $ d'avoir le génome d'une personne, mais ça ne résume pas l'histoire de la personne parce que j'ai pas entendu ce que... Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Ceci étant, l'aspirine, ça fait tomber la fièvre chez chacun d'entre nous. Et donc, avoir une médecine personnalisée, dans certains cas, ça sera très utile. Je viens de prendre cet exemple de stratification dans certaines tumeurs. Le fait d'éviter certains effets secondaires de certains médicaments chez certaines personnes. Donc, il y aura des effets et des résultats de la médecine personnalisée, d'autant plus que nous aurons des techniques qui permettront à moindre coût d'avoir des données du génome et de l'épigénome sur certains tissus particuliers. Mais je suis tout à fait d'accord que les jours de la médecine avec des médicaments entre guillemets sales comme l'est l'aspirine sont encore radieux et devant nous. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît, allez-y. Oui, moi ce serait plutôt un témoignage d'une patiente qui devient cobaye, dans le sens où cette personne a eu un accident et elle est devenue tétraplégique suite à ces accidents. Mais elle a quand même l'usage de ses membres simplement diminué. Et comme toute personne tétraplégique,
il y a non seulement le problème des membres, mais aussi le problème de la vessie. Donc dernièrement, parce que il faut savoir, enfin de ce que j'ai appris, c'est que suite à ce genre d'accident, on est amené à aller 10 fois aux toilettes dans la journée et ça devient insupportable. Et du coup, elle a été consultée à un chirurgien qui lui a proposé de faire un traitement avec du Botox. Moi, je pensais que le Botox c'était pour le visage, mais ça existe aussi pour la vessie. Et elle a fait une première intervention chirurgicale et ça n'a strictement rien donné. Donc, elle a été extrêmement déçue. Elle a juste les problèmes de fuite urinaire qui ont été réglés. Elle a fait une deuxième intervention chirurgicale et il n'y a pas beaucoup de progrès par rapport à ce traitement. Donc le chirurgien lui a proposé de faire carrément un implant neuronal et suite à ces 2 interventions, aujourd'hui elle a peur. Et quelle est la position à avoir, c'est-à-dire à la fois en tant que praticien et en tant que patient, c'est-à-dire qu'elle a peur. Est-ce qu'elle doit continuer en faisant ce test ou pas? Enfin, en faisant un implant neuronal ou pas? Jean Rotner, peut-être pour prolonger ce témoignage et cette question, lorsqu'un médecin veut tenter quelque chose de nouveau ou détourner une application habituelle d'un traitement vers une expérimentation autre, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il peut le décider seul avec son patient? Ou sous quelle fourche codine ça doit passer? Code de déontologie. Non, je ne vais pas parler du code de déontologie. C'est déjà, je crois, un médecin, sur plus un chirurgien, c'est quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui a un compagnonnage, quelqu'un qui, à un moment donné, nous n'avons pas une obligation de résultat, certes, mais nous avons une obligation, quand nous pratiquons un acte médical, d'avoir été formés pour le faire du mieux que nous pouvons. Après, il y a l'aléa thérapeutique et un certain nombre de choses. Je ne connais pas toute la situation exacte du cas qui vient de nous être exposé, mais je pense qu'on n'est pas dans l'essai clinique, on est effectivement dans des éléments de soins qui, à un moment donné, ont été validés par les essais cliniques et que reprend un praticien dans l'offre de soins qu'il fait à sa patiente ou à son patient. Est-ce qu'il peut exister du bricolage parfois? Oui, parce que la médecine n'est pas parfaite. Nous restons des hommes et des femmes. Et comme le disait tout à l'heure Israël, le médecin qui se déclare tout-puissant, par définition, fuyez-le. Quand on est médecin, on est humble. Quand on est médecin, on explique. Quand on est médecin, on écoute. Quand on est médecin, on n'arrête pas de se former. Et c'est obligatoire, c'est tout simplement obligatoire. C'est comme ça que, effectivement, on pratique une bonne médecine. Après, il y a celui qui a les doigts d'or, et celui qui a les doigts d'argent, et il y a celui qui a les doigts de bronze. C'est un petit peu différent, voilà. Mais pour moi, un médecin, c'est avant tout, effectivement, quelqu'un qui se met au service de son patient et qui lui propose, en toute connaissance de cause, la meilleure offre de soins à partir de la pathologie qu'il ou qu'elle présente. Et pour cela, il n'y a que la connaissance scientifique, il n'y a que la lecture, et on est dans un autre domaine que celui de l'essai clinique ou du patient cobaye. C'est différent, c'est profondément différent. Le patient cobaye, le sujet de ce soir, c'est soit l'essai thérapeutique, soit l'essai clinique qui doit permettre de mettre une thérapeutique en place, mais ce n'est pas la thérapeutique. Je voulais dire que dans la situation en question, il y a des médecins qui utilisent ce qu'on appelle des thérapeutiques compassionnelles, c'est-à-dire qui se trouvent devant une situation où on n'a pas de solution validée et où ils peuvent proposer à un patient d'essayer telle ou telle solution sans trop savoir si ça va marcher. Et s'ils n'essayent pas, alors qu'on n'a pas de solution officielle, eh bien ils sont une absence de compassion. Il y a des traitements, et ce dont vous parlez, ça ressemble fort à un traitement compassionnel. Oui, je suis ancien déporté des camps de concentration nazis et membre de la commission exécutive du Struthof. Comme nous sommes en Alsace, c'est quand même important, en complément d'information
aux propos tenus par M. Wendling et qui nous ont tous émus beaucoup, en particulier, je pense, les victimes de la déportation, qui sont probablement aussi dans la salle. Je voulais apporter ce complément d'information s'agissant des professeurs de médecine qui œuvraient en Alsace, annexée de fait par le Troisième Reich, à la Reichsuniversität de Strasbourg. Et il y avait donc ces trois professeurs, Hirt, Hagen et Bickenbach. L'un d'entre eux, d'ailleurs, était, paraît-il, nobelisable dans son pays, prêt à être proposé pour le Nobel de médecine. C'est dire que ce n'était pas des petites mains. Et Hirt, vous le savez peut-être, a fait venir d'Auschwitz 87 personnes, 87 juifs. Lui travaillait en anatomie pathologique et spécialement sur les crânes des, entre parenthèses, judéo-bolcheviques. Il a fait venir ces juifs de Auschwitz et il les a fait gazer dans la chambre à gaz du Struthof, qui était une chambre à gaz expérimentale qu'il a fait construire à cet effet d'ailleurs. Et les corps de ces victimes, de ces 86, parce que la 87e a refusé d'entrer dans la chambre à gaz, elle a été abattue sur place, ont été transférés à l'Institut d'anatomie pathologique de la faculté de médecine de Strasbourg, conservés dans du formol. Il n'a pas été possible véritablement d'accéder à ces restes humains pendant de nombreuses décennies. Et puis, on a voulu essayer de savoir qui étaient ces Juifs, d'où est-ce qu'ils venaient, qui ils étaient. Et alors, à ce moment-là, les restes ont parlé par l'immatriculation qui était portée sur l'avant-bras gauche des déportés. On a retrouvé donc les différents matricules et à partir de là, on a retrouvé les cas. Mais le professeur Hirt n'a jamais travaillé finalement là-dessus et en 1945, il est parti en Allemagne, il s'est suicidé en Forêt-Noire. Quant aux deux autres citoyens, l'un qui travaillait sur le gaz phosgène, dont vous avez parlé, M. Wendling, tout à l'heure, et l'autre qui faisait de la vivisection notamment sur les jambes des camarades déportés. Et vous pouvez encore voir dans le camp du Struthof, je recommande quand même une visite de cette importance, si dramatique soit-elle. Vous pouvez encore voir la salle de vivisection. Voilà, c'était donc une information complémentaire. Est-ce que je peux faire une question dans le prolongement de ce qui vient d'être dit à M. Wendling et profiter de sa présence? Quand on écoute Jean Bernard, il dit « Le chercheur ne doit pas écouter la sensiblerie de la population et faire sa recherche et n'écouter que les critiques de ses pairs. » Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu la catastrophe de l'expérimentation par les médecins nazis, nous serions aujourd'hui aussi avancés en termes de consentement et aussi scrupuleux dans le domaine du respect de la personne d'autrui? Je suis en train de chercher un bénéfice secondaire à tous ces morts. Thank you. First of all, to thank the comments about Hirt at Struthof, and to say that he was part of scientific networks and that the transportation and selection of these victims and what was done to these victims, if you go into this in minute detail, there were sophisticated scientific rationales and networks there, tragically though. Tout d'abord, je souhaiterais vraiment vous remercier pour le commentaire, monsieur, que vous venez de faire concernant Hirt au Struthof.
En fait, IRT faisait partie d'un réseau scientifique et il faut bien comprendre que le transport, la logistique qui entourait ces victimes, eh bien, se faisait grâce à un réseau de scientifiques. You are right that there was a very profound reaction among French scientists at the end of the Second World War. For example, before the Nuremberg Code, there was a discussion at the Institut Pasteur in July 1946, where the principle of voluntary consent is already established. En fait, il faut vraiment dire qu'il y a eu effectivement des réactions très importantes de la part de scientifiques français après la Deuxième Guerre mondiale. Et avant le Code de Nuremberg, en fait, en 1946, c'est là où on a vraiment commencé à se centrer sur un certain nombre de principes importants. And finally, yes, I agree with you that the fact that these atrocities occurred are an important warning to medicine of what can go wrong. But it's important to recognize how they are not just isolated atrocities, but that a whole system of scientific medicine can produce them. Jean-Paul Costa, en fait, vous avez tout à fait raison, effectivement, quand vous parlez d'atrocités et que nous devons être absolument alertés par rapport à des atrocités qui ont eu lieu, mais elles font effectivement aussi partie d'un tout et d'un système à l'époque, un système scientifique et médical. Merci. Oui, juste un mot complémentaire. Professeur Van Leek me disait tout à l'heure en aparté, et je crois qu'il a écrit un livre là-dessus, que le procès des médecins nazis en 1946-1947 à Nuremberg a été un exemple assez rare de procès dans lequel les juges ne se sont pas bornés à juger, à condamner ou à acquitter, mais ont élaboré des principes, des guides, des guidelines. Et on peut comparer ça aussi au premier procès de Nuremberg, celui qui a jugé les hauts responsables nazis, et qui a fondé le droit international public en matière de génocide ou de crimes contre l'humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que, à la question d'israélisant, c'est sûr que nous ne serions probablement pas au point où nous en sommes maintenant s'il n'y avait pas eu ces atrocités. Mais ce qui a été remarquable, c'est que le droit a servi de passerelle entre la barbarie et le progrès. Alors, nous dirigeons petit à petit vers la fin de cette table ronde. Nous terminerons, ce serait bien, par vous, Marc Merger. On a commencé avec vous, on va peut-être terminer avec vous. Un mot peut-être de notre grand témoin du soir, Jean Rotner, sur une sorte de conclusion à ces débats, de synthèse. Vous avez 2 minutes pour faire la synthèse de tous ces débats. On est passé de Steve Austin au camp de la mort, pardon, mais c'est un grand écart, mais c'était le sujet qui l'exigeait. Grand témoin du soir, bonsoir. Merci de m'accorder toujours ce terme de grand témoin. Moi, je suis là aussi très petit dans cette démarche. Et c'est vrai que quand on demande à un grand témoin d'être témoin, c'est pour qu'il s'étonne. Moi, ce que je découvre ce soir, c'est vraiment effectivement cette barbarie nazie qui, aujourd'hui, conditionne un petit peu nos réflexes. C'est vrai que je n'imaginais pas aussi prégnante, aussi forte dans la discussion ce soir. C'est vrai que ce sont des moments d'émotion, des moments de partage. Il y a eu une discussion, en tout cas sereine, qui montre tout l'intérêt que nous portons ensemble à ces questions, qui sont encore loin d'être résolues. Je ne condamnerai pas, comme cela a été fait peut-être trop rapidement, le système informatique. Je crois qu'Israël, ce serait peut-être un sujet, ça aussi, pour un prochain forum. C'est vrai que les nouvelles technologies et l'éthique vont nous imposer là aussi de nouveaux modèles de pensée, de nouvelles lois peut-être, et de bioéthique. Je crois que le Parlement parlemente en ce moment même. Voilà, on est un petit peu dessus, mais ces nouveaux modèles,
la transcription finalement entre le modèle informatique, le modèle animal, le modèle humain, comment est-ce que les uns interagissent par rapport aux autres, moi aujourd'hui, ce soir, m'interroge. Je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je connais la foi de mon voisin dans ce domaine-là et son excellence surtout. C'est une excellence alsacienne, donc il faut qu'on arrive à l'encourager. Soyons fiers aussi un petit peu de notre terre d'Alsace dans ce domaine-là, dans la recherche entre Strasbourg et Mulhouse. Ben, on n'est pas les meilleurs du monde, mais presque. Voilà. Merci, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous lâcher, hein, c'est bien. Et Paris n'est que la proche banlieue finalement de l'Alsace, sachons-le aussi. Ce n'est absolument pas le maire de Mulhouse qui parle, mais le grand témoin, voilà. évidemment. J'essaie toujours de défendre plus que jamais ma bonne terre d'Alsace parce qu'elle a beaucoup de qualités, quelques défauts aussi. Et quand elle est excellente, eh ben autant en faire la promotion. Merci beaucoup, bravo. Le mot de la fin pour vous, Marc Merger. L'homme cobaye, vous vous êtes défini comme un non-cobaye, mais comme un prototype un peu obsolète, on l'espère pas trop. Le mot de la fin peut-être pour vous. Merci, là aussi c'est assez délicat comme opération, mais on va essayer d'y arriver. En tout cas, je retiendrai surtout les propos très forts de Paul Wendling, qui a rappelé des atrocités qui font vraiment froid dans le dos. Et au-delà de ce qu'a rappelé Paul Wendling, pour rester quand même dans le sujet plus humain du cobaye, si je peux me permettre ce mélange des genres, je retiendrai surtout que c'est un sujet qui est évidemment pas simple, c'est un sujet qui est délicat. Les juristes ici présents à cette table l'ont très largement rappelé. Il y a toutefois des éléments tout à fait positifs, et je vais abonder dans le même sens que M. Rotner, qui va dans le sens des relais au travers de la haute technologie qui existe, et je crois qu'effectivement il a tout à fait bien fait de le saluer au travers du laboratoire de M. Michel Faupel, et je crois énormément, vous le savez, en la haute technologie, et je crois que là aussi c'est un des domaines d'application. Mais simplement, je voulais quand même, non pas pour ouvrir un autre sujet, parce que je pense qu'on va s'arrêter là, mais je crois que derrière ce sujet, il y a un double enjeu. Il y a à la fois un enjeu médical, et on l'a rappelé parce que c'était un peu sous-jacent au débat, un enjeu économique. Il faudrait simplement ne pas oublier, il faudrait faire en tout cas en sorte que l'enjeu économique et financier qu'il y a derrière tout cela ne prenne pas le dessus sur le progrès médical. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Pardon pour la frustration de ne pas pouvoir parler davantage parfois. Merci pour toutes vos interventions. Merci Juste surtout aux questions de la salle, votre concentration. Il y a encore un film, donc ceux qui veulent poursuivre le débat et la réflexion, c'est à l'Odyssée, avec le cinéaste, donc Un monde sans humain, avec Philippe Borel, et en présence de Jean-Paul